Tu as déjà eu l'impression qu'on te donnait juste assez de messages, juste assez d'attention, juste assez d'espoir, mais jamais assez pour te sentir en sécurité? Ce que tu vis a un nom, et même deux. Le premier s'appelle le breadcrumbing. Le second s'appelle le reward intermittent. Le breadcrumbing, c'est l'art de semer des miettes d'attention. C'est quand quelqu'un te donne juste ce qu'il faut pour maintenir ton intérêt, sans jamais s'engager. C'est te garder sous la main, au cas où, sans jamais te donner une place réelle dans sa vie. Une présence minimale pour un impact maximal sur ton esprit. C'est te laisser espérer quelque chose qui n'arrivera jamais vraiment. Une relation qui reste constamment au stade de la promesse. Tu reçois un message, puis le silence, un compliment, puis la distance. Juste assez pour que tu ne partes pas, jamais assez pour que tu puisses avancer. C'est un jeu subtil de présence et d'absence, conçu pour te maintenir dans une attente perpétuelle. Tu deviens un projet en attente, une option sur une étagère, que l'autre peut décider de prendre ou de laisser au gré de ses envies, de sa solitude ou de son ennui. Cette stratégie, souvent inconsciente, te laisse dans un état de confusion et d'incertitude permanent, où tu te demandes constamment si tu as mal interprété les signes ou si tu devrais simplement patienter un peu plus. L'origine de ce terme est plutôt imagée. Le mot breadcrumbing vient de l'anglais et signifie littéralement semer des miettes de pain. Il fait directement référence au conte des frères Grimm, Hansel et Gretel. Dans l'histoire, les deux enfants laissent-ils tomber des miettes de pain derrière eux dans la forêt pour retrouver leur chemin vers la maison. Dans le contexte des relations, la métaphore est puissante. La personne qui pratique le breadcrumbing laisse une piste de petites attentions, de miettes affectives, non pas pour que vous retrouviez votre chemin vers la sécurité, mais pour s'assurer que vous ne perdiez pas le chemin qui mène à elle. C'est une façon de vous garder connecté, de s'assurer que vous restez intéressé et disponible, sans jamais vous offrir la sécurité d'un véritable sentier balisé ou d'une destination claire. Ces miettes sont des signaux faibles, conçus pour vous maintenir dans le jeu, vous faisant suivre une piste qui, bien souvent, ne mène nulle part. Derrière ce comportement se cache un mécanisme psychologique extrêmement puissant, le reward intermittent ou la récompense intermittente. C'est un principe selon lequel une récompense est bien plus efficace pour créer une dépendance lorsqu'elle est donnée de manière aléatoire et imprévisible plutôt que de façon constante et régulière. Si tu sais que tu vas recevoir une récompense à chaque fois que tu fais une action, son effet s'estompe avec le temps. Mais si tu ne sais jamais quand la récompense va arriver, ton cerveau reste en alerte constante, dans l'attente du prochain gain. C'est l'incertitude qui crée l'excitation et l'obsession. C'est le peut-être cette fois qui nous maintient accrochés. Ce n'est pas la récompense elle-même qui est la plus addictive, mais l'attente de cette récompense. C'est la tension avant le dénouement. Ce concept ne sort pas de nulle part. L'origine du reward intermittent se trouve dans la psychologie comportementale, et plus précisément dans les travaux du psychologue B. F. Skinner dans les années 1930. En étudiant le comportement des rats dans des boîtes, il a fait une découverte fondamentale. Il a observé que si un rat recevait de la nourriture à chaque fois qu'il appuyait sur un levier, il finissait par le faire uniquement quand il avait faim. Son comportement était prévisible et modéré, mais si la nourriture n'arrivait que de temps en temps, de manière totalement aléatoire après avoir appuyé sur le levier, le comportement du rat changeait radicalement. Il se mettait à appuyer sur le levier de manière compulsive, frénétique, même sans avoir faim. Il était devenu accro non pas à la nourriture, mais à l'espoir d'obtenir la nourriture. Cette découverte a montré que l'imprévisibilité d'une récompense renforce le comportement de recherche bien plus puissamment que la certitude. Il est crucial de comprendre la différence entre ces deux termes, car ils ne décrivent pas la même chose, même s'ils sont intimement liés. Le breadcrumbing est le quoi, c'est l'action, le comportement observable. Ce sont les messages sporadiques, les compliments ambigus, les plans annulés à la dernière minute puis les retours soudains. C'est la stratégie relationnelle, consciente ou non, employée par une personne. Le reward intermittent, lui, est le pourquoi. C'est le mécanisme psychologique sous-jacent qui explique pourquoi le breadcrumbing est si terriblement efficace. C'est la réponse biologique de notre cerveau à ce schéma d'attention imprévisible. En résumé, le breadcrumbing est la technique, et le reward intermittent est la raison scientifique pour laquelle cette technique fonctionne sur notre cerveau. L'un est l'appât, l'autre est le crochet psychologique.
Le lien entre les deux est donc direct et causal. Le breadcrumbing est l'application concrète du principe de reward intermittent dans une dynamique relationnelle. Le breadcrumber distribue des récompenses affectives, un message, un like, un appel, de manière aléatoire. Il crée un schéma où tu ne sais jamais quand la prochaine miette va tomber. Cette incertitude active le circuit de la récompense dans ton cerveau de la manière la plus puissante qui soit. Le breadcrumbing n'existerait pas en tant que technique de manipulation affective si le reward intermittent n'était pas un principe si fondamental du fonctionnement de notre cerveau. L'un est la cause de l'efficacité de l'autre. C'est la combinaison des deux qui crée ce piège si difficile à déjouer, un comportement extérieur qui exploite une vulnérabilité biologique intérieure. Alors, pourquoi le cerveau devient-il si accro? La réponse se trouve dans un neurotransmetteur que l'on connaît bien, la dopamine. Contrairement à une idée reçue, la dopamine n'est pas seulement l'hormone du plaisir, mais surtout celle de la motivation, du désir et de l'anticipation. Elle est libérée en grande quantité, non pas lorsque nous recevons la récompense, mais lorsque nous l'attendons. C'est l'espoir de recevoir le message, l'attente du prochain rendez-vous, l'anticipation d'un signe d'affection qui provoque le pic de dopamine. Dans une relation où l'attention est intermittente, ton cerveau est constamment en mode attente. Chaque silence de l'autre devient une phase d'anticipation intense, et quand la miette arrive enfin, le soulagement et le pic de dopamine sont si forts qu'ils renforcent le cycle. Tu ne deviens pas accro à la personne, tu deviens accro à l'espoir qu'elle te donne et au rush de dopamine que cet espoir génère. Ton cerveau apprend à associer cette personne à une puissante décharge chimique. En amour, les exemples concrets sont partout. C'est cette personne qui disparaît pendant 3 semaines, puis t'envoie un «tu me manques» à 2 heures du matin. Pas de proposition de se voir, pas de conversation, juste une phrase lancée comme une miette. C'est ce partenaire qui peut être incroyablement présent et affectueux pendant 2 jours, te faisant sentir comme la personne la plus importante au monde, avant de redevenir distant et froid pendant 1 semaine, sans aucune explication. Ce sont les j'aime systématiques sur tes stories Instagram, mais des réponses d'un seul mot à tes messages. Ce sont les promesses de voyage, de futur, de projet, qui sont évoquées dans un moment d'intimité, mais qui ne sont jamais concrétisées. C'est un cycle sans fin de hauts euphoriques et de bas angoissants, où chaque moment de connexion est juste assez intense pour te faire oublier les longues périodes de doute et de solitude. Et la question la plus douloureuse demeure: pourquoi on reste malgré la souffrance? On reste parce que notre cerveau est conditionné à le faire. Ce n'est pas une question de faiblesse, de manque d'amour-propre ou de dépendance affective, du moins pas au départ. C'est une réaction biologique. On reste parce qu'on attend le prochain high, le prochain pic de dopamine. Chaque miette d'attention reçue agit comme une dose, apaisant temporairement le manque et l'anxiété créés par l'absence. Le cerveau interprète mal ces signaux. Il confond l'intensité du soulagement avec la profondeur du sentiment. On se dit: s'il est revenu, c'est que je compte pour lui. Si elle m'a dit ça, c'est qu'il y a de vrais sentiments. On s'accroche aux exceptions, aux moments lumineux, en espérant qu'ils deviendront la norme. On reste parce que partir signifierait renoncer à l'espoir de ce gain final, ce moment où, enfin, la relation deviendra ce que l'on a toujours espéré. C'est le même mécanisme qui pousse un joueur à remettre une pièce dans la machine à sous en se disant: la prochaine fois, c'est la bonne. Alors, si tu te reconnais dans ce schéma, voici le message le plus important: ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas stupide, tu n'es pas faible. Ton cerveau a été piégé par un des mécanismes de conditionnement les plus puissants qui existent. C'est une réaction chimique, un réflexe neuronal. On reste parce qu'on attend le prochain signe, le prochain message, le prochain geste, la prochaine preuve. Et dans ce désert affectif, chaque petite miette prend des proportions énormes, elle devient un festin. Alors que dans une relation saine et équilibrée, l'amour n'est pas une loterie. Il n'est pas imprévisible. Il est cohérent, constant et sécurisant. Dans certains cas, une personne peut ressentir de l'amour sincère, tout en donnant juste assez pour maintenir le lien, sans réussir à s'engager pleinement. Le problème n'est pas l'absence d'amour, mais l'impact du comportement. Parfois, il y a de l'amour, mais un amour empêché, blessé, incapable de choisir. Et même quand l'amour existe, vivre dans l'attente n'est pas une preuve d'amour sain. C'est un conditionnement. Comprendre ces mécanismes, ce n'est pas pour accuser l'autre, qui n'est d'ailleurs pas toujours conscient de ce qu'il fait.
c'est pour te libérer toi. Parce qu'à partir du moment où tu mets des mots sur ce que tu vis, tu cesses d'être une victime des circonstances. Tu reprends le pouvoir sur ton histoire. Tu peux enfin choisir de quitter la table de jeu, non pas parce que tu as perdu, mais parce que tu as compris que le jeu était truqué depuis le début, et que tu mérites mieux qu'un espoir. Tu mérites une certitude. L'amour peut exister dans ces dynamiques. Et il peut devenir sain, à condition que le mécanisme soit reconnu, arrêté et réellement travaillé. Oui, l'amour peut être là, mais il ne devient sain que lorsque les mécanismes sont reconnus et cessent. Retrouve-moi sur ma page Facebook, Bloom qui parle de santé mentale, et sur TikTok, Studio Bloomart pour plus de contenu et d'explications. Bisous.